Se demandant si elle devait faire du café, puis se souvenant qu'elle n'avait que du soluble, elle changea de chemise 2 fois avant d'opter pour un doux pull gris que Mia lui avait offert à Noël, quelque chose qui ressemblait à la fois à une armure et à un réconfort. Quand on frappa, son cœur battit la chamade. À travers le Judas, elle pouvait voir James se tenir dans le couloir de son modeste immeuble, l'air incroyablement beau et totalement déplacé dans son costume sur mesure. Un instant, elle faillit ne pas ouvrir la porte. Le contraste était trop frappant, trop évident, lui et son monde de créateur, elle et son univers de meubles de supermarché à prix réduit. Mais elle se souvint alors de ses paroles. « Salut », dit-elle doucement en ouvrant la porte. « Salut ». Son sourire était doux, compréhensif, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, toute l'anxiété qu'elle avait accumulée sembla se dissiper. « Merci de m'avoir laissé venir. » Il entra, et Emma le regarda nerveusement prendre en compte son petit espace de vie, le canapé d'occasion avec ses coussins cousus main, l'étagère faite de parpaings et de planches, la photo encadrée d'elle et de sa grand-mère lors de sa remise de diplôme d'infirmière, accrochée à côté d'une impression qu'elle avait achetée à une foire d'art locale. « C'est magnifique, dit-il, et la sincérité de sa voix la fit cligner des yeux de surprise. « C'est minuscule, rien ne va ensemble, et le robinet de la cuisine fuit, et... » Emma. James se tourna vers elle, l'expression sérieuse. « C'est toi. Ton espace, tes choix, ta vie que tu as construite de tes propres mains. Bien sûr que c'est magnifique. » Il se dirigea vers l'étagère, passant ses doigts sur les reliures de ses manuels d'infirmière, mêlés à des recueils de poésie et des romans d'amour. Il s'arrêta devant la photo d'elle et de sa grand-mère, l'étudiant avec le genre d'attention qui suggérait qu'il en mémorisait les détails. « Parle-moi d'elle, dit-il doucement. Ça a été pris à ma remise de diplôme. » Elle était si fière, elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde lors de la cérémonie que sa petite fille allait devenir une guérisseuse. La voix d'Emma s'étrangla légèrement. « Elle est morte 2 mois plus tard. Parfois, je pense qu'elle tenait juste assez longtemps pour me voir finir mes études. » James prit le cadre, passant son pouce sur le bord. « Elle te ressemble. Les mêmes yeux, le même sourire. Elle était tout pour moi. Elle m'a appris que la maison n'est pas une question de ce que tu as, mais de qui tu aimes et de qui t'aime en retour. Une femme intelligente. » Il reposa la photo avec précaution et se tourna vers elle. « Emma, il faut qu'on parle de ce matin, de l'article. Je sais ce que tu vas dire. »« Ah oui ? Parce que je ne suis pas sûr que tu saches. » James s'approcha, mais lui laissa de l'espace pour reculer si elle en avait besoin. « Tu vas me dire que peut-être les journalistes ont raison, que nous sommes trop différents, que tout va trop vite. Tu vas essayer de me protéger des complications de sortir avec quelqu'un qui ne vient pas de mon monde. » Le silence d'Emma confirma qu'il avait parfaitement lu ses pensées. « Mais voici ce que tu ne considères pas, » continua-t-il. « Peut-être que je ne veux pas être protégé. Peut-être que je suis fatigué de vivre dans une bulle où tout le monde se ressemble, pense la même chose et veut les mêmes choses. Peut-être que ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un de vrai, quelqu'un qui me mette au défi, quelqu'un qui me rappelle qu'il existe un monde en dehors des réunions de conseil et des obligations sociales. James, laisse-moi finir. » Sa voix était douce mais déterminée. Cet article de ce matin, il ne parlait pas de nous. Il parlait de leurs suppositions, de leurs préjugés, de leur incapacité à croire que l'amour ne suit pas leurs règles. Il voit un homme qui a réussi et suppose qu'il doit vouloir une femme trophée. Il voit une femme qui travaille et suppose qu'elle doit être après l'argent. Ils ne peuvent pas concevoir que nous pourrions simplement nous aimer. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais que se passe-t-il s'ils ne m'acceptent jamais? Et si je suis toujours l'infirmière, ou la parvenue? Alors nous leur prouverons qu'ils ont tort chaque jour. Nous leur prouverons qu'ils ont tort simplement en étant heureux ensemble. James s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres. Emma, j'ai passé toute ma vie d'adulte à être ce que les autres attendaient de moi, le fils responsable, l'homme d'affaires qui a réussi, le célibataire éligible qui sortait avec des femmes appropriées pendant des durées appropriées avant de passer au choix approprié suivant. Et toi, tu as changé ça. Tu l'as anéanti. Tu m'as rappelé que je ne suis pas seulement un Hamiltonaire ou un magnate des affaires. Je suis un homme qui veut se réveiller à côté de quelqu'un qui le fait rire, qui veut construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui le voit pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'il représente. Ces mots faisaient tomber tous les murs qu'elle avait tenté d'ériger autour de son cœur ce matin-là. Mais la peur était une chose tenace, et elle n'était pas prête à capituler complètement.
Et la réputation de ta famille? Tes relations d'affaires? Il y a des gens qui ne voudront pas travailler avec toi si. Si quoi? Il la coupa. Si je suis amoureux d'une femme incroyable qui se trouve être infirmière plutôt qu'une mondaine? Le sourire de James était amer. Ce ne sont pas le genre de personnes avec qui je veux faire des affaires de toute façon. Tu dis ça maintenant, mais... Emma, regarde-moi. Il lui encadra le visage de ses mains, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé couler. Je préférerais perdre toutes les affaires, toutes les relations sociales, toutes les relations superficielles que j'ai jamais eues plutôt que de te perdre. Tu comprends ça? Mais si je n'en vaux pas la peine? Et s'ils ont raison, et que je ne suis qu'une fille qui s'est fourrée dans un truc qui la dépasse? La réponse de James fut de l'embrasser. Doux, désespéré et rempli de tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer par des mots. Quand ils se séparèrent, son front reposait contre le sien. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde, murmura-t-il. Je vois une femme qui a fait ses études d'infirmière en ayant 2 emplois. Je vois quelqu'un qui a choisi une carrière basée sur l'aide aux personnes plutôt que sur l'argent. Je vois la personne qui illumine ma grand-mère, la femme qui fait sourire ma mère pour la première fois depuis que papa est mort. Je vois mon avenir, Emma. Ma partenaire, ma meilleure amie, la mère de mes enfants, si nous avons la chance d'en avoir. La mention d'enfants leurs enfants coupa le souffle à Emma. C'était une chose si normale à imaginer, mais cela lui semblait révolutionnaire venant de lui. Un futur où leurs mondes différents fusionneraient en quelque chose de nouveau, quelque chose à eux. Tu veux vraiment tout ça avec moi? Je veux tout avec toi. Les bons jours et les difficiles, l'examen public et les moments privés, les dîners chics et les plats à emporter sur ton canapé. Il fit un geste dans son petit salon. En parlant de ça, tu as du café soluble? Parce que j'aurais bien besoin de caféine après la matinée que j'ai eue. Malgré tout, et Marie. Tu veux mon horrible café? Je veux m'asseoir sur ton canapé et boire de l'horrible café et trouver comment nous allons gérer les journalistes, les commérages et quiconque pense avoir son mot à dire sur notre histoire d'amour. Pendant qu'Emma préparait le café dans sa petite cuisine du vrai, car elle avait fait des folies à l'épicerie la semaine précédente, elle sentait James la regarder. Sans juger, sans comparer son petit espace à son manoir, juste apprécier, la prenant dans son habitat naturel. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle en lui tendant une tasse dépareillée. « Tout ce que tu veux. » Tu es vraiment d'accord avec ça? Avec le fait de sortir avec quelqu'un dont le plus grand luxe est le café de marque. James posa sa tasse et la tira sur le canapé à côté de lui, la blottissant contre son flanc comme si elle y appartenait. Emma, le plus grand luxe de ma vie, ce n'est pas la maison, ni les voitures, ni le compte en banque. C'est ça. Avoir quelqu'un à retrouver à la maison, qui est sincèrement heureux de me voir. Non pas pour ce que je peux faire pour elle, mais pour ce que je suis quand je suis avec elle. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. D'ailleurs, il se trouve que je sais que la femme que j'aime va réussir incroyablement bien par elle-même. Tu es déjà la meilleure infirmière de cette agence, et un jour tu auras ton propre cabinet, où tu enseigneras, où tu révolutionneras les soins à domicile. Je ne sors pas avec ton potentiel. Je sors avec toi. Mais je suis aussi impatient de soutenir tes rêves, de toutes les manières possibles. Et si les gens disent que tu n'es qu'un sugar daddy? Le rire de James était riche et sincère. Laisse-les dire. Nous saurons la vérité, que tu es parfaitement capable de prendre soin de toi et que tu as choisi d'être avec moi parce que tu m'aimes, pas parce que tu as besoin de moi. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, buvant leur café et digérant le poids des révélations du matin. Finalement, Emma prit la parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À propos de l'article, des journalistes, de tout ça? Maintenant, nous vivons nos vies. Nous allons au travail, nous dînons, nous passons du temps avec Nana. Nous ne nous cachons pas, mais nous ne faisons pas non plus de numéros. Nous sommes juste ensemble. James marqua une pause, réfléchissant. Bien que je pense que nous devrions probablement faire une déclaration à la presse. Quelque chose de simple, de factuel, pour leur ôter le pouvoir de spéculer. Quel genre de déclaration? La vérité, que nous sommes 2 adultes qui se sont rencontrés au travail, ont développé des sentiments et explorent une relation. Que nous valorisons notre vie privée et espérons que les gens la respecteront. Cela semblait si raisonnable, si mature. Rien à voir avec le scandale dramatique que les journaux voulaient en faire. Et s'ils ne le respectent pas?
Alors nous y ferons face ensemble. Mais Emma, il faut que je sache, es-tu avec moi? Vraiment avec moi? Parce que si tu le es, nous pouvons tout surmonter. Mais si tu laisses la peur prendre des décisions pour nous, alors peut-être que nous devrions. Je suis avec toi. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait imaginé, les surprenant tous les deux. Je suis terrifié et je n'ai aucune idée de ce que je fais, mais je suis avec toi parce que tu as raison, ce que nous avons est trop beau pour que les opinions des autres le détruisent. Le sourire de James était radieux, transfigurant tout son visage. Oui. Oui. Mais tu devrais probablement savoir que ma meilleure amie voudra t'interroger à un moment donné, et Madame Rodriguez posera environ 1 million de questions, et je ne peux toujours pas me permettre de partager les additions dans les restaurants chics. Je peux gérer Mia et Madame Rodriguez. Quant au dîner. Le sourire de James devint malicieux. Il se trouve que je fais d'excellents spaghettis. Peut-être que la prochaine fois, je pourrai cuisiner pour toi ici. L'image de James Hamilton dans sa petite cuisine, préparant le dîner sur son antique cuisinière, était si incongrue et parfaite qu'Emma éclata de rire. Un rire franc, profond, qui chassa les dernières ombres du matin. Qu'est-ce qui est si drôle? Juste ça. Nous. Le fait que le célibataire le plus convoité de Dallas veuille me faire des spaghettis dans ma cuisine, avec son carrelage cassé. Le célibataire le plus convoité de Dallas est officiellement hors du marché, dit James en la rapprochant. Il a été revendiqué par la femme la plus extraordinaire du Texas. Seulement le Texas? Commençons par le Texas et progressons. Alors que la soirée approchait et que James se préparait à partir, ils avaient convenu d'y aller doucement, malgré l'intensité de leurs sentiments. Emma le raccompagna à la porte de son immeuble. Le contraste qui l'avait tant inquiété ce matin-là semblait moins important maintenant. Oui, ils venaient de mondes différents, mais ils créaient un nouveau monde ensemble, une conversation à la fois. Merci, dit-elle alors qu'ils se tenaient dans le hall. De quoi? De ne pas t'être enfui quand les choses se sont compliquées. D'être venu ici et d'avoir vu ma vie sans la trouver manquante. James lui encadra le visage de ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. Emma Carter, ta vie ne manque de rien. Elle est pleine d'amour, de bulles et d'authenticité. C'est exactement la vie dont je veux faire partie. Leur baiser d'adieu avait le goût des promesses et des possibilités. Et alors qu'Emma regardait la voiture de James disparaître dans la nuit d'Oak Cliff, elle réalisa que pour la première fois depuis la lecture de cet article, elle se sentait pleine d'espoir au lieu d'avoir peur. Ils avaient du travail à faire, des déclarations à rédiger, des limites à établir, une relation à entretenir malgré l'examen public. Mais ils le feraient ensemble, et cela faisait toute la différence. L'amour, finalement, était plus courageux que la peur. Après tout, les plus belles déclarations d'amour ne sont pas toujours prononcées. Parfois, elles sont murmurées dans le noir quand on pense que personne d'autre ne peut entendre. 3 semaines après l'article de journal, Emma s'était presque habituée à l'attention. Presque. Il y avait encore des photographes devant le domaine Hamilton certains matins, encore des articles de blog à potins analysant ses choix vestimentaires et spéculant sur des projets de mariage qui n'existaient pas encore. Mais James avait eu raison sur un point, la durée d'attention du public était remarquablement courte, et déjà les médias commençaient à se désintéresser de leur romance improbable. Ce qui n'avait pas diminué, c'était l'intensité de ce qui grandissait entre eux. Au contraire, affronter ensemble l'examen public avait approfondi leurs liens, créant une intimité née de la vulnérabilité partagée et de la protection mutuelle. Emma travaillait tard ce mercredi soir, restant pour aider Margaret avec une journée particulièrement difficile. L'état de la femme âgée déclinait lentement mais sûrement, et ses analgésiques ne lui procuraient plus le soulagement qu'ils avaient eu. Le docteur Bennett était passé cet après-midi pour ajuster son plan de traitement, mais Margaret restait agitée, mal à l'aise, incapable de trouver le sommeil profond dont elle avait besoin. « Chante-moi une chanson, mon ange », murmura Margaret alors qu'Emma l'aidait à trouver une position plus confortable. « Comme tu l'as fait cette première semaine. Ça me rend toujours paisible. » Alors Emma chanta doucement, fredonnant les vieux chants gospel que sa grand-mère lui avait appris, puis passant à des berceuses dont elle se souvenait de son enfance. Sa voix était à peine un murmure, mais elle semblait envelopper Margaret comme une couverture, apaisant la tension de son visage et ralentissant progressivement sa respiration. Il était plus de 9 heures lorsque Margaret finit par s'endormir profondément, et Emma se préparait à partir lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir. La voix de James, urgente et tendue, parlant à quelqu'un au téléphone. « Non,
L'accord de Singapour peut attendre demain. Je me fiche de l'heure qu'il est là-bas. La famille passe avant tout. Oui, je comprends les implications, mais ma réponse est la même. Emma le trouva arpentant la bibliothèque, toujours dans ses vêtements de travail mais avec sa cravate desserrée et ses cheveux ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Le stress des dernières semaines, à gérer des crises d'affaires tout en passant le plus de temps possible à la maison avec Margaret, était inscrit dans les rides serrées autour de ses yeux. « Salut », dit-elle doucement depuis l'embrasure de la porte. James leva les yeux, et toute sa posture se détendit en la voyant. « Salut. Comment va-t-elle ? Elle dort paisiblement maintenant. Les nouveaux médicaments semblent t'aider. » Il mit fin à son appel sans cérémonie et traversa la pièce jusqu'à elle, la serrant dans ses bras comme si elle était la seule chose qui le rattachait à la terre. « Longue journée ? » demanda Emma, sentant la tension dans ses épaules. « La plus longue. Crise à Singapour, problème avec le projet d'Austin et des membres du conseil d'administration qui pensent que je suis distrait par des affaires personnelles. » Sa voix devint amère sur les derniers mots. Apparemment, certains d'entre eux ont des inquiétudes sur mon jugement depuis l'article de journal. L'estomac d'Emma se serra. Quel genre d'inquiétude ? Le genre qui pense qu'un homme amoureux ne peut pas prendre de bonnes décisions d'affaires. Le genre qui suggère qu'il est peut-être temps pour une nouvelle direction chez Hamilton Développement. Les bras de James se resserrèrent autour d'elle. Absolument absurde. Mais la politique, c'est la politique. James, si ma présence te cause des problèmes. Arrête. Sa voix était féroce. N'ose pas te blâmer pour leur étroitesse d'esprit. L'entreprise a eu 3 de ses trimestres les plus rentables depuis que tu travailles ici. Au contraire, être avec toi a fait de moi un meilleur homme d'affaires parce que je suis plus heureux, plus concentré, plus motivé pour construire quelque chose qui compte. Mais si le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut aller au diable. La véhémence dans sa voix les surprit tous les deux. James perdait rarement son sang-froid, laissait rarement l'émotion l'emporter sur son contrôle méticuleux. Je suis désolé, la journée a été frustrante. Emma leva la main pour lui encadrer le visage, sentant la tension dans sa mâchoire. Que puis-je faire ? Reste juste là. C'est tout ce dont j'ai besoin. Juste toi. Ici. Ils restèrent ensemble dans la bibliothèque silencieuse, se tenant l'un l'autre tandis que l'horloge grand-père dans le coin marquait les minutes qui passaient. Dehors, Dallas bourdonnait de ses rythmes habituels du soir, mais à l'intérieur de leur petit cercle de lumière, le monde s'était réduit à eux deux. « Emma », dit James finalement, sa voix douce et incertaine d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Quelque chose dans son ton la fit reculer pour regarder son visage. « Qu'est-ce que c'est ? » Nana m'a posé des questions sur mes projets. Sur nous. Pour savoir si j'allais t'épouser. Le souffle d'Emma se coupa. Il parlait de l'avenir en termes abstraits, mentionnait les enfants et les rêves et le fait de vieillir ensemble, mais le mariage était encore un mot qui portait un poids qu'il n'avait pas entièrement exploré. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Le sourire de James était doux, nerveux, plein d'espoir. Je lui ai dit que je t'aime plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer une autre personne. Je lui ai dit que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans toi. Que tu es devenu le centre de tout ce qui compte pour moi. James. Je lui ai dit, continua-t-il, sa voix devenant plus forte, que la seule chose qui m'empêchait de te demander en mariage tout de suite, c'est que je veux le faire correctement. Quand tu seras prête, quand nous serons tous les deux sûrs que c'est le bon moment, quand je pourrai te faire la demande que tu mérites. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que j'étais un idiot d'attendre. Le rire de James était hésitant. Elle a dit que quand on trouve la personne qui nous fait sentir chez soi, on ne perd pas de temps à s'inquiéter du moment ou des convenances, ou de savoir si ça fait assez longtemps. On les aime juste de tout son cœur. C'est une. La plus sage. Les mains de James encadrèrent son visage, ses pouces essuyant les larmes sur ses joues. Emma, je sais que cela ne fait que 2 mois. Je sais que nous n'avons pas parlé de délai ni fait de plans officiels. Mais j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas temporaire pour moi. Ce n'est pas une phase que je traverse ou une rébellion contre mon éducation. C'est pour toujours. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que tu n'es pas seulement la femme dont je suis tombé amoureux. Tu es la femme que je choisis d'aimer chaque jour. Quand je me réveille, quand je suis dans des réunions ennuyeuses, quand je fais face à crise après crise,
quand je te regarde prendre soin de ma grand-mère comme si c'était ta propre famille, chaque jour, je te choisis à nouveau. Emma sentit son cœur éclater d'intensité d'émotion. Cet homme magnifique, compliqué, généreux qui aurait pu avoir n'importe qui, la choisissait. Pas seulement une fois, dans un moment de passion ou d'infatuation, mais chaque jour, comme un acte d'amour délibéré. Je te choisis aussi, murmura-t-elle. Chaque jour, chaque instant. Même quand c'est effrayant, même quand c'est compliqué, même quand le monde entier semble avoir des opinions sur nous. Je te choisis. Le baiser de James était désespéré, reconnaissant, rempli de toutes les promesses qu'il se faisait dans la bibliothèque silencieuse. Quand ils se séparèrent, tous deux essoufflés, il posa son front contre le sien. Il y a autre chose, dit-il. Quelque chose à quoi je pensais. Dis-moi. Cette maison. Elle est magnifique, mais ce n'est pas vraiment la mienne. C'est le domaine familial, plein d'histoires, de traditions et d'attentes. Il marqua une pause, comme s'il rassemblait son courage. Je veux que nous ayons notre propre endroit. Quelque part qui soit juste à nous, où nous pourrons construire nos propres traditions, élever nos enfants et vieillir ensemble. La mention décontractée d'enfants à nouveau fit accélérer le pouls d'Emma. Quel genre d'endroit? Je ne sais pas encore. Quelque chose avec un jardin pour toi, une bibliothèque pour nous deux, de l'espace pour la famille que j'espère que nous aurons un jour. Peut-être pas aussi grand que cela, mais chaleureux, réel, un foyer. Ça a l'air parfait. Oui. Emma sourit à travers ses larmes. Oui. Mais James, je dois te dire que le foyer, pour moi, ce n'est pas une maison. C'est la personne avec qui tu es. Je pourrais vivre dans un studio ou un manoir, tant que tu es là, c'est chez moi. La réponse de James fut un autre baiser, celui-ci doux et merveilleux, comme s'il n'arrivait pas à croire à sa chance. Quand ils se séparèrent finalement, ils souriaient tous les deux. On devrait probablement monter, dit Emma à contre-cœur. Revoir Margaret une dernière fois avant que je rentre. Mais alors qu'ils montaient les escaliers ensemble, James lui prit la main. Reste ce soir. La demande resta en suspens entre eux, chargée d'implications qu'ils avaient évitées pendant des semaines. Ils avaient pris les choses lentement, conscients de l'intensité de leurs sentiments et des complications de leur situation. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air ce soir, un sentiment de certitude, de décision prise et d'avenir revendiqué. « Tu es sûr ?» demanda Emma. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Je t'aime, Emma. Je veux me réveiller à côté de toi. Je veux m'endormir en te tenant. Je veux. » Il s'interrompit, l'air soudain incertain. « À moins que tu ne sois pas prête. Je ne veux pas te faire pression. » Emma pensa à tout ce qui les avait menés à ce moment, le premier jour où ils s'étaient rencontrés, la progression prudente de la courtoisie professionnelle à l'amitié puis à l'amour, l'examen public qu'ils avaient traversé ensemble, les conversations calmes qui avaient révélé les profondeurs de leur compatibilité. Elle pensa aux mots de Margaret, à ne pas perdre de temps quand on trouve quelqu'un qui ressemble à un foyer. « Je suis prête, dit-elle simplement. J'étais prête depuis cette nuit dans la cuisine, quand tu m'as dit que tu tombais amoureux de moi. » Le sourire de James était radieux, transfigurant tout son visage. « Vraiment ? Vraiment. Mais James, je dois te dire que je n'ai jamais. Je veux dire, je te l'ai déjà dit, que je n'ai jamais été avec personne. Je sais. Et ce n'est pas un problème. C'est un cadeau. Le fait que tu choisisses de partager ça avec moi, de me faire confiance avec quelque chose d'aussi précieux. » Sa voix se brisa légèrement. « Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regretteras jamais. » Ils allèrent voir Margaret, qui dormait toujours paisiblement, avant de se diriger vers la chambre de James. C'était un bel espace, masculin mais chaleureux, avec de hautes fenêtres donnant sur les jardins et une cheminée qui projetait des ombres dansantes sur les murs. « Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit avec lequel tu n'es pas à l'aise, dit James en allumant la cheminée. Nous pouvons juste nous tenir, juste être ensemble. » Mais Emma en avait assez d'avoir peur, assez de se retenir de la vie qu'elle voulait. Elle se dirigea vers lui, levant les mains pour lui encadrer le visage. « Je t'aime, dit-elle. Et je te fais confiance. Montre-moi ce que cela signifie d'appartenir complètement à quelqu'un. » Ce qui suivit fut tendre, lent et parfait, des mains qui adoraient plutôt qu'elles ne demandaient, des baisers qui promettaient l'éternité, le genre d'intimité qui transformait deux cœurs séparés en un rythme partagé. James fut patient et doux,
s'assurant que chaque touche apportait du plaisir plutôt que de la douleur, que chaque instant approfondissait leur lien plutôt que de simplement satisfaire le désir. Et quand Emma se donna finalement à lui complètement, quand elle murmura son nom dans l'obscurité et le sentit trembler de la force de son amour pour elle, elle comprit ce que tous les poètes avaient essayé de capturer dans leurs vers sur les âmes qui reconnaissent leur autre moitié. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans la lumière du feu, Emma traça des motifs sur la poitrine de James pendant qu'il jouait avec ses cheveux. « Pas de regret ?» demanda-t-il doucement. « Seulement que nous ayons attendu si longtemps » répondit-elle en pressant un baiser sur sa clavicule. « C'était parfait. Tu es parfait. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Je t'aime tellement que ça fait mal parfois. Comme si ma poitrine ne pouvait pas tout contenir. Je sais exactement ce que tu veux dire. » Ils s'endormirent ainsi, enlacés comme s'ils avaient peur de se lâcher, et pour la première fois depuis des mois, aucun d'eux n'eut de mal à dormir. Ils étaient chez eux non pas au sens physique, mais de la manière la plus importante. Ils avaient trouvé leur personne, leur havre de paix, leur toujours. Et le matin, quand Margaret les trouva prenant le café ensemble dans la cuisine, tous deux rayonnant de bonheur et vêtus des vêtements de la veille, elle sourit simplement et dit « Il était temps ». 2 ans plus tard, certains matins, Emma avait encore du mal à croire que c'était sa vie. Elle se tenait à la fenêtre de la cuisine de leur nouvelle maison à Lakewood, regardant James courir après leur chiot Golden Retriever, Rusty, dans le jardin, tandis que le café infusait derrière elle. La maison n'était pas un manoir, ils avaient choisi quelque chose de chaleureux et accueillant à la place, un bungalow des années 1920 avec des parquets d'origine, des bibliothèques intégrées et un jardin qui devenait lentement mais sûrement sa fierté et sa joie. La bague de fiançailles à son doigt captait la lumière du matin, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur les armoires blanches. Ce n'était pas l'énorme diamant que tout le monde s'attendait à ce que James Hamilton choisisse. Au lieu de cela, c'était la bague de sa grand-mère, un simple solitaire qu'il avait fait remonter avec des pierres de la propre bague de fiançailles de Margaret. 2 générations d'amour combinées en quelque chose d'entièrement nouveau. Madame Carter Hamilton, future, appela Mia depuis le salon, où elle arrangeait des fleurs du jardin en prévision de la fête d'aujourd'hui. Ton café refroidit, et ton futur mari semble perdre la bataille avec ce chien. Et Marie versa 2 tasses et sortit pour sauver James des tentatives enthousiastes de Rusty de lui voler ses lacets. Le chien était le dernier cadeau de Margaret, elle avait organisé l'adoption quelques semaines avant de décéder, disant que chaque maison avait besoin de quelque chose de jeune et de joyeux pour équilibrer toutes les conversations sérieuses d'adultes. « Besoin de renfort ?» demanda Emma en tendant son café à James. « Je crois que je suis dépassé, » admit-il en ramassant le chiot gigoteur. Il a plus d'énergie qu'un bambin sous sucre. Bon entraînement pour quand nous aurons de vrais bambins. Le sourire de James était doux, songeur. Ils avaient parlé plus sérieusement des enfants ces derniers temps, planifiant la famille qu'ils désiraient tous les deux. Le spécialiste de la fertilité les avait assurés qu'il n'y avait pas de précipitation, Emma n'avait que 28 ans, était en bonne santé et forte. Mais ils étaient tous les deux impatients de commencer le prochain chapitre de leur vie ensemble. En parlant de ça, dit James en installant Rusty dans ses bras, où le chiot commença immédiatement à essayer de lui lécher le visage, ma mère a appelé ce matin. Elle voulait s'assurer que nous prévoyons toujours l'annonce à la fête d'aujourd'hui. Sommes-nous prêts pour ça? Sommes-nous jamais prêts pour quoi que ce soit? Nous le faisons juste ensemble et nous nous débrouillons au fur et à mesure. C'était tellement typiquement James qu'Emma se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser, goûtant le café et le soleil du matin, et la promesse de tout ce qui allait arriver de bon. Aujourd'hui était la célébration commémorative de Margaret, pas des funérailles, car elle avait spécifiquement interdit tout ce qui était sombre, mais une fête dans le jardin pour célébrer une vie bien vécue et des histoires d'amour qui continuaient au-delà du temps d'une personne sur Terre. L'arrière-cour était décorée de roses blanches du propre jardin de Margaret, soigneusement transplantées et entretenues par les mains aimantes d'Emma. Elle aurait adoré ça, dit Emma en regardant leur petit coin de bonheur parfait. Elle a adoré ça, dit James. Elle a pu nous voir fiancés, nous a aidés à planifier le mariage, a tenu nos mains et nous a dit exactement ce qu'elle pensait de notre décision de nous marier le mois prochain en petit comité, au lieu d'avoir une grande affaire mondaine. Le rire de James était chaleureux de souvenirs. Je l'entends encore dire, enfin, quelqu'un de sensé dans cette famille. Margaret était décédée paisiblement dans son sommeil 3 mois plus tôt, Emma et James lui tenant tous deux la main. Ces derniers mots avaient été, prenez soin l'un de l'autre, et ils avaient tous deux promis de le faire. La sonnette retentit, et bientôt leur petite maison fut remplie des personnes qui comptaient le plus, Sophia et son mari, les frères et sœurs de James avec leurs enfants,
Mia et son nouveau petit ami, Madame Rodriguez avec une cocotte qui aurait pu nourrir une armée, et le docteur Bennett, qui était devenu plus un ami qu'un médecin au cours des mois de déclin de Margaret. « J'ai quelque chose pour toi », dit Sophia en privé à Emma, alors qu'elle disposait la nourriture sur la table de la salle à manger. Elle sortit un petit journal relié en cuir. Maman écrivait dedans chaque jour de la dernière année de sa vie. Elle voulait que tu l'aies. Emma ouvrit le journal avec des mains tremblantes, trouvant l'écriture familière de Margaret sur la première page. « Pour mon ange Emma, qui a appris à une vieille femme que les histoires d'amour ne se terminent pas, elles se transforment en de nouveaux chapitres. Voici mes pensées sur l'amour, sur la famille, sur la belle vie que toi et James construisez ensemble. Quand vous aurez des enfants un jour, lisez-leur cela et racontez-leur l'histoire de leur arrière-grand-mère Margaret, qui savait reconnaître une histoire d'amour quand elle en voyait une. » Les larmes brouillèrent la vue d'Emma alors qu'elle feuilletait les pages des observations de Margaret sur leur cours, ses espoirs pour leur avenir, sa joie de les voir choisir le courage plutôt que la peur encore et encore. « Elle était si fière de vous, » dit doucement Sophia. « De vous deux. Elle disait à quiconque voulait l'entendre que vous étiez la preuve que le véritable amour existait toujours. » Alors que l'après-midi avançait, Emma se sentait flotter dans leur maison. Cette vie, leur maison pleine de rire, la main de James trouvant toujours la sienne à travers les pièces, cette facilité avec laquelle leurs amis et leur famille s'étaient mélangés en quelque chose qui ressemblait au destin, c'était tout ce qu'elle avait eu trop peur de vouloir 2 ans plus tôt. « Une pensée pour vos pensées ?» dit James, la trouvant sur le porche arrière alors que le soleil commençait à se coucher et que leurs invités se déplaçaient à l'intérieur. « Je pensais juste à quel point tout est différent maintenant. Il y a 2 ans, j'avais peur de vouloir trop, de rêver trop grand. Et maintenant je suis marié à mes rêves et je vis dans une maison construite de toutes les choses que j'avais peur d'espérer. » James s'assit à côté d'elle sur la balançoire de porche qu'il avait installée le printemps précédent, la serrant contre son flanc. « Des regrets ? Seulement que Margaret ne soit pas là pour nous voir nous marier le mois prochain. Elle sera là. Chaque fois que tu porteras sa bague, chaque fois que nous raconterons à nos enfants l'histoire de la femme sage qui nous a réunis, chaque fois que nous nous souviendrons que l'amour est plus courageux que la peur, elle sera là. » Comme si elle était appelée par leur conversation, Rusty bondit sur le porche et s'installa à leurs pieds, fatigué d'une journée passée à être gâté par les visiteurs. Tous les 3 restèrent assis dans un silence confortable, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel de Dallas. « James, » dit Emma doucement. « Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Quand nous serons vieux et gris, quand nous serons mariés depuis 50 ans comme Margaret et ton grand-père, promets-moi que nous serons toujours assis comme ça et que nous nous souviendrons de ce que cela faisait de tomber amoureux. » James se tourna pour la regarder, ses yeux sombres sérieux et tendres dans le crépuscule. « Emma Carter Hamilton, future. Je te promets que quand nous serons vieux et gris, je tomberai toujours amoureux de toi chaque jour. Exactement comme en ce moment. Exactement comme la première fois que je t'ai vu fredonner à ma grand-mère. Même quand je serai grincheuse et que mes cheveux seront argentés et que j'aurai oublié comment être gracieuse. Surtout alors, dit Emma. Parce que tu seras toujours toi. L'homme qui a choisi l'infirmerie parce qu'elle voulait soigner les gens, qui chante des berceuses à quiconque a besoin de réconfort, qui fait en sorte que tout le monde autour d'elle se sente important. Tu seras toujours la femme qui m'a appris que le foyer n'est pas un lieu, c'est une personne. Emma se pencha pour l'embrasser, goûtant l'éternité et les possibilités, et la douce certitude d'avoir fait le bon choix. Quand ils se séparèrent, elle posa sa tête sur son épaule et ferma les yeux, écoutant les sons de leur vie, des amis riant à l'intérieur de leur maison, les soupirs satisfaits de Rusty, la brise du soir bruissant dans le jardin qu'ils avaient planté ensemble. Demain, elle retournerait travailler dans le cabinet d'infirmière privée qu'elle avait créé avec 2 autres infirmières de sa promotion. Le mois prochain, ils échangeraient leurs vœux dans la roseraie de Margaret, avec seulement leur famille et leurs amis les plus proches comme témoins. L'année prochaine, s'ils avaient de la chance, ils pourraient planifier une chambre de bébé dans la pièce libre à l'étage. Mais ce soir, elle était exactement là où elle devait être, dans les bras de James, chez eux, entourée d'un amour qui avait grandi de la plus petite graine de possibilité en quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. Parfois, les meilleures histoires d'amour ne sont pas des princes et des princesses qui se trouvent malgré des obstacles impossibles. Parfois, ce sont 2 personnes réelles qui se choisissent chaque jour, construisant quelque chose de beau et de durable à partir de courage, de gentillesse et de l'acte radical de croire en l'éternité. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, cette éternité commence en fredonnant une berceuse à une vieille femme malade qui a reconnu l'amour quand elle l'a vu et n'a pas eu peur de l'aider à grandir.
Alors que les étoiles s'allumaient en pleine gloire au-dessus de leur petite maison parfaite, Emma Carter Hamilton, future, ferma les yeux et sourit, sachant que sa grand-mère et Margaret étaient probablement quelque part ensemble, planifiant la prochaine histoire d'amour qui nécessitait leur douce intervention. Après tout, les meilleures formes d'amour étaient toujours destinées à être partagées. Vous avez menacé de licencier une employée à cause de sa relation avec moi, en vous basant sur de fausses informations d'un ex-petit ami aigri. Comment je le sais? Parce que j'enquête avant d'agir. Contrairement à vous. Liam posa les mains sur la table et se pencha en avant. Maintenant, écoutez-moi bien. Sophia Martinez est l'une des meilleures employées de cette entreprise. Toute mesure de rétorsion à son encontre à cause de moi entraînera des conséquences juridiques et financières que vous ne voulez pas affronter. Oui, monsieur Eduardo Mutred. De plus, je veux des excuses officielles par écrit. Et je veux que Diego Vargas soit licencié pour abus de pouvoir et harcèlement moral. Monsieur Chen, ce n'est pas une suggestion. C'est une exigence. Liam se redressa et ajusta son costume. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour régler ça. Sinon, mon entreprise retirera tous ses investissements de X Corporation, et je vous garantis que le reste de l'industrie saura exactement pourquoi. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta et regarda Sophia. Sophia, vous venez avec moi. Elle se leva, encore sous le choc, et le suivit hors de la pièce. Dans l'ascenseur qui montait pour qu'elle puisse récupérer ses affaires, Sophia retrouva enfin sa voix. Liam, Vous n'avez rien à dire, l'interrompit-il doucement. Si. Vous venez de faire ça pour moi. Pourquoi? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que personne n'a le droit de vous traiter comme ça. Et parce que je tiens à vous, vraiment. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais j'ai été horrible avec vous hier. Vous aviez toutes les raisons d'être en colère. J'aurais dû vous dire la vérité depuis le début. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que je voulais que vous m'appréciiez pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. L'ascenseur s'arrêta à son étage. Sophia hésita avant de sortir. Liam? Oui. Merci. Il sourit pour la première fois depuis son arrivée. Toujours. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Sophia sut que sa vie avait changé pour toujours. Et pour la première fois depuis des jours, elle n'avait pas peur de ce changement. Sophia passa les 3 jours suivants sur des montagnes russes émotionnelles. L'histoire avait fuité dans la presse financière. Un PDG milliardaire affronte une entreprise pour une employée, et son téléphone n'arrêtait pas de sonner, journalistes, curieux, et même des chasseurs de tête lui offrant des emplois. Diego avait été licencié le même après-midi, escorté hors du bâtiment par la sécurité. Eduardo avait envoyé des excuses officielles par email, accompagnées d'une promotion et d'une augmentation que Sophia n'avait même pas demandé. Mais de Liam, aucune nouvelle. Le jeudi matin, Sophia céda finalement à la curiosité et chercha « Liam Chen » sur Google. Cette fois, elle trouva des dizaines d'articles, des photos de lui lors d'événements d'entreprise, des interviews sur ses stratégies d'investissement, des mentions dans les listes de jeunes entrepreneurs à succès. Cela semblait surréaliste de voir l'homme qui avait mangé des pâtes avec elle décrit comme l'un des investisseurs les plus influents de New York. Le vendredi après-midi, quand Sophia rentra chez elle après une journée particulièrement étrange au bureau, tout le monde la traitait avec un respect exagéré, elle trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une simple carte, écrite d'une écriture élégante. Sophia, je sais que ces derniers jours ont été intenses. Si vous souhaitez parler, je serai sur le toit de mon immeuble à 20h ce soir. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Liam. Sophia regarda l'horloge. 18h30. Elle avait encore le temps de décider. Voulait-elle vraiment revoir Liam après tout ce qui s'était passé? Elle n'était toujours pas sûre de ce qu'elle ressentait pour lui, reconnaissante, c'est sûr, mais aussi confuse, et quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Il lui manquait. À 19h45, Sophia était dans l'ascenseur de Liam, montant vers le toit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un espace extérieur spectaculaire. Le toit-terrasse offrait une vue à 360 degrés sur Manhattan, avec des meubles élégants dispersés et une petite cuisine d'extérieur gastronomique. Liam lui tournait le dos, appuyé sur la balustrade, regardant le coucher de soleil. Il portait un jean et une simple chemise blanche. C'était la première fois que Sophia le voyait habillé de manière aussi décontractée.
Vous êtes venu, dit-il sans se retourner. J'ai failli ne pas venir. Pourquoi l'avez-vous fait? Sophia s'approcha et se tint à côté de lui, regardant la ville. Parce que je dois vous remercier, et j'ai besoin de réponses. Pas besoin de me remercier. Quelle réponse? Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi vous êtes-vous exposé comme ça? Liam se tourna enfin vers elle. Parce qu'il n'avait pas le droit de vous traiter ainsi. Mais vous avez risqué votre vie privée, votre entreprise. Sophia, vous pensez vraiment que ma vie privée compte plus que vous? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sais pas, alors laissez-moi être clair. Non. Ils restèrent silencieux quelques minutes, regardant les lumières de la ville commencer à briller. Liam, pourquoi faisiez-vous vraiment ce travail? Ce job d'escorte? Il soupira. Vous voulez la réponse honnête? Toujours. Parce que j'en avais marre d'être vu comme un compte en banque. Chaque femme que je rencontrais savait déjà qui j'étais avant même qu'on se parle. Elles avaient déjà une opinion, déjà des attentes. Et avec vous, c'était différent. Avec moi, vous étiez juste. Vous. Forte, déterminée, directe. Vous n'avez pas essayé de. Vous ne m'avez pas traité comme si j'étais spécial. Sophia eut un petit rire. Je vous ai traité comme un employé. Exactement. Et c'était libérateur. Mais maintenant, je sais qui vous êtes. Est-ce que ça change quelque chose? Sophia réfléchit longuement à la question. Je ne sais pas. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Pas pour moi. Vous êtes toujours la femme qui a payé $500 pour rendre son ex jaloux. Et qui a réussi. J'ai vraiment réussi, n'est-ce pas? Vous avez réussi. Diego doit probablement encore en faire des insomnies. Ils rirent ensemble, et pour la première fois depuis des jours, Sophia se sentit détendue. Sophia, je peux vous montrer quelque chose? Bien sûr. Liam la conduisit vers la cuisine extérieure, où des ingrédients frais étaient disposés sur le comptoir. J'ai pensé cuisiner pour vous. Si vous vouliez dîner avec moi. Vous vous attendiez à ce que je vienne? J'espérais que vous y songeriez, au moins. Sophia regarda les ingrédients. Saumon frais, légumes variés, et une bouteille de vin blanc qui refroidissait dans un seau à glace. Du vin blanc, commenta-t-elle. Je me suis souvenu que vous aviez dit le préféré au rouge. Je n'ai jamais dit ça. Liam s'arrêta, confus. Non. Non. Mais c'est ma préférence. Comment le saviez-vous? Je ne sais pas. Une intuition. Sophia l'étudia. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne disait pas. Mais elle décida de ne pas insister. Pour aujourd'hui, elle était fatiguée des mystères. Je peux aider à cuisiner. Bien sûr. Pendant l'heure qui suivit, ils cuisinèrent ensemble comme un couple de longue date. Liam assaisonna le saumon pendant que Sophia préparait les légumes. Ils parlèrent de choses quotidiennes, films, livres, endroits qu'ils aimeraient visiter. C'était étonnamment normal, malgré l'appartement luxueux, la vue imprenable et le fait que l'un d'eux était milliardaire. C'était juste deux personnes appréciant la compagnie l'une de l'autre. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, avec la ligne d'horizon de Manhattan illuminée derrière eux, Sophia réalisa quelque chose d'important. Liam, je me fiche de l'argent, l'entreprise, tout ça. Je vous apprécie vous. Le Liam qui cuisine avec moi, qui se soucie de moi, qui me fait rire. Liam s'arrêta de manger. Sophia, laissez-moi parler maintenant. Ces derniers jours, j'ai réfléchi à ce que j'ai ressenti quand je vous ai rencontré. À la fête d'entreprise, dans votre appartement, ce dîner. Ce n'était pas faux. Du moins, pas de mon côté. Du mien non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, sourit Liam, nous finissons de dîner, nous regardons un film sur le canapé, et nous voyons où la soirée nous mène. C'est aussi simple que ça. Ça peut l'être, si nous le laissons faire. 2 heures plus tard, ils étaient allongés sur le canapé du salon, regardant un film classique Casablanca, la tête de Sophia reposant sur la poitrine de Liam. C'était confortable, naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Liam? Vous avez dit que vous faisiez ça comme hobby. Combien de fois l'avez-vous fait? Vous êtes la 3e.
Et les deux autres? L'une était pour un événement d'entreprise ennuyeux. La femme avait besoin d'un compagnon pour ne pas paraître vulnérable lors d'une réunion remplie d'investisseurs arrogants. Et l'autre? Une dame de 80 ans voulait un partenaire de danse pour son anniversaire de mariage. Son mari était décédé l'année précédente. Sophia se tourna pour le regarder. Vraiment? Vraiment. J'ai dansé la valse avec elle pendant 3 heures. C'est adorable. Ne le dites à personne. Ça ruinerait mon image d'homme d'affaires impitoyable. Sophia rit et se blottit à nouveau contre sa poitrine. Votre secret est en sécurité avec moi. Quand le film se termina, il était plus de minuit. Sophia était presque endormie. Je devrais rentrer, murmura-t-elle. Vous pouvez rester. J'ai bien assez de chambres. Liam? Oui. Merci pour tout. Sophia? Point merci de m'avoir vu comme une personne normale. Sophia s'endormit là, dans les bras de Liam, sur le canapé. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle trouva une note sur la table basse. Bonjour, la belle au bois dormant. J'ai dû partir tôt pour une réunion, mais il y a du café frais dans la cuisine et des croissants de cet endroit que vous aimez. Maintenant, je veux que vous me remboursiez avec votre temps, pas avec $500. PS la vue est encore plus belle le matin. Sophia sourit, glissa la note dans son sac et se dirigea vers la fenêtre. Liam avait raison. La vue était encore plus belle le matin. Et pour la première fois depuis longtemps, Sophia se sentait vraiment heureuse. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit sur le toit terrasse. Sophia et Liam avaient trouvé un rythme calme et régulier. Dîner chez lui, promenade à Central Park le week-end, longue conversation sur tout et rien. Sophia s'habituait au petit luxe qui accompagnait la vie de Liam. Le chauffeur privé, les restaurants exclusifs, la façon dont il pouvait résoudre n'importe quel problème d'un simple coup de fil. Mais elle découvrait aussi son côté plus simple. Combien il aimait cuisiner. Comment il riait devant des films idiots. Combien il était sincèrement intéressé quand elle parlait de son travail. C'était presque parfait. Presque. Le lundi matin, Sophia arriva au bureau et trouva Carla qui l'attendait à son poste, l'air étrange. Sophia, je peux te parler un instant? Bien sûr. Quelque chose ne va pas? Carla jeta un coup d'œil autour d'elle, vérifiant si quelqu'un pouvait l'entendre. Depuis combien de temps tu vois Liam Chen? Pourquoi? Parce que les médias sont dessus. Sophia sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que tu veux dire? Carla sortit son téléphone et lui montra un site de potins financiers. Le titre donna à Sophia l'envie de disparaître. Le milliardaire Liam Chen sort avec une employée d'une société dans laquelle il a investi. Il y avait des photos d'eux sortant d'un restaurant, marchant dans le parc, entrant dans son immeuble. Clairement prises de loin, sans qu'ils s'en aperçoivent. Sophia, ça va? Demanda Carla, inquiète. Et comment ça s'est retrouvé en ligne? Je ne sais pas, mais c'est partout sur les sites d'actualité financière. Les gens se demandent s'il y a conflit d'intérêts ou si l'entreprise va faire l'objet d'une enquête. Sophia s'assit sur sa chaise, nauséeuse. Sophia, Eduardo veut te parler. Tout de suite. Cette fois, la réunion dans le bureau d'Eduardo était différente. Il ne semblait pas hostile, juste concerné. Sophia, veuillez vous asseoir. Nous pouvons arranger ça. Arranger quoi? La situation avec la presse. Ils font croire qu'il y a quelque chose de déplacé dans votre relation avec Liam Chen. Il n'y a rien de déplacé. Je sais, mais parfois, la perception compte plus que la réalité. Eduardo se pencha en avant. Sophia, je dois vous demander. Avez-vous parlé des affaires de l'entreprise? A-t-il obtenu des informations confidentielles de votre part? Jamais, dit Sophia, clairement offensée. Nous n'avons même pas parlé de travail. Je vous crois, mais les investisseurs sont nerveux. Certains se demandent si vous garder ici est un risque. Sophia. Alors virez-moi. Sophia, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas vous licencier. Vous êtes une excellente employée. Mais peut-être serait-il préférable que vous preniez un peu de temps. Juste le temps que les choses se calment. Qu'est-ce que vous voulez dire, un congé payé? 1 mois, peut-être 2. Le temps que les médias passent à autre chose. Et si je refuse?
Eduardo soupira. Sofia, c'est la meilleure option pour tout le monde, y compris pour vous. Sofia quitta la réunion, furieuse et humiliée. Une fois de plus, sa relation avec Liam affectait sa carrière, et cette fois, elle n'était pas sûre qu'il puisse arranger les choses. Elle appela Liam dès qu'elle sortit du bâtiment. Liam, il faut qu'on parle. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans les journaux, et ce n'est pas bon. 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans un café tranquille de Brooklyn, loin des possibles paparazzis de Manhattan. Liam avait déjà vu les articles. Son expression était grave. Sofia, je suis désolé. Je ne pensais pas que ça arriverait. Comment pouvais-tu ne pas y penser? Tu es un milliardaire célèbre. Bien sûr qu'ils allaient fouiller dans ta vie personnelle. Je pensais qu'on pourrait rester discret un peu plus longtemps. Eh bien, c'est raté. Et maintenant, je suis pratiquement forcé de partir. Liam se tendit. Ils t'ont licencié? Vacances forcées jusqu'à ce que ça se calme. C'est inacceptable. Liam, non. Tu ne peux pas gérer ça comme la dernière fois. Pourquoi pas? Parce que cette fois, ils ont raison. Sa voix était sortie plus fort qu'elle ne l'intentionnait. Quelques personnes dans le café se tournèrent pour regarder. Liam baissa la voix. Sofia, ils n'ont pas raison. Tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Je sors avec l'homme qui possède 15% de l'entreprise pour laquelle je travaille. En quoi ce n'est pas un problème? Parce que notre relation n'a rien à voir avec les affaires. Mais les gens ne le savent pas. Et la perception est tout. Sofia prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Liam, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête. Je le suis toujours. As-tu commencé à t'intéresser à moi avant ou après avoir découvert où je travaillais? Liam hésita juste une seconde, mais Sofia le remarqua. Sofia. Réponds à la question. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Quand as-tu découvert que je travaillais chez X-Corp? Liam soupira. Lors de notre première conversation, quand tu as mentionné le nom de l'entreprise. Et tu n'as pas pensé qu'il était important de mentionner que tu étais un investisseur? Je n'ai pas pensé que c'était pertinent. Par rapport à ce que nous faisions. Pas pertinent? Sofia se pencha en avant. Liam, tu savais depuis le premier jour que nous avions un lien professionnel, et tu ne me l'as pas dit. Sofia, ça ne change rien entre nous. Ça change tout. Elle se leva. À chaque fois que tu posais une question spécifique sur l'entreprise. Tu me vérifiais. Ce n'était pas une enquête. C'était. C'était quoi? C'était de la curiosité. Je voulais comprendre ton environnement de travail. Pourquoi? Dans quel but? Liam ne dit rien. Liam, pourquoi t'intéressais-tu vraiment à moi? Était-ce parce que je travaillais pour une entreprise dans laquelle tu avais investi? N'étais-je qu'un moyen facile d'obtenir des informations internes? Sofia, comment peux-tu penser ça? Parce que tu as encore menti. Tu as eu l'occasion de me parler de ce lien, et tu as choisi de ne pas le faire. Sofia attrapa son sac. Je ne peux plus faire ça. Sofia, attends. Non. J'ai quitté une relation toxique avec Diego pour me retrouver dans une autre pleine de mensonges. Celle-ci n'est pas basée sur des mensonges. Ah non? Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Liam ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. C'est bien ce que je pensais, dit Sofia. Sofia sortit du café sans se retourner. Cette fois, Liam ne la suivit pas. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle regarda son téléphone et vit des dizaines de messages non lus, journalistes, connaissances, et même des offres d'emploi d'autres entreprises. Sa vie était devenue un cirque, et tout ça à cause d'un homme qui ne pouvait pas être totalement honnête avec elle. En rentrant chez elle, Sofia se jeta sur le canapé et pleura. Pas seulement de colère, mais de déception. Parce que, malgré tout, elle était tombée amoureuse de Liam. Vraiment. Et cela rendait les choses encore plus douloureuses. À 22 heures, son téléphone vibra. Un message de Liam. Sofia, je sais que tu es en colère, et tu as toutes les raisons de l'être. Mais j'ai besoin que tu saches que jamais, pas même une seconde, tu n'as été un moyen d'obtenir des informations.
dès le premier jour, tu as été la personne la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. Et je suis tombé amoureux de ça. Si tu me donnes une chance, je t'expliquerai tout. Complètement. Sans rien retenir. Mais si tu décides de ne plus me revoir, je le respecterai. Ne pars pas en pensant que tu ne comptais pas pour moi. Tu comptes plus que tout. Sophia lut le message 5 fois avant de le supprimer. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Sophia passa 2 semaines chez elle, officiellement en vacances, mais en réalité cachée de la presse qui spéculait toujours sur sa relation avec Liam. Elle refusa tous ses appels, ignora ses messages, et finit même par bloquer son numéro. Le 3e lundi, elle décida qu'elle devait quitter New York. Elle réserva le premier vol pour Seattle, où son amie d'université, Isabella, vivait depuis 5 ans. « Tu ressembles à un fantôme », furent les premiers mots d'Isabella en la voyant à l'aéroport. « Merci pour le soutien », répondit sarcastiquement Sophia. « Désolé, mais c'est vrai. »« Qu'est-ce qu'il t'a fait, cet homme ?» Pendant le trajet jusqu'à l'appartement d'Isabella, Sophia lui raconta toute l'histoire, de la première rencontre au café à la dispute finale. Isabella écouta en silence, posant seulement quelques questions ici et là. « Sophia, je peux te donner mon avis ? » « Bien sûr. »« Tu es injuste. » Sophia se tourna vers elle, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Cet homme est tombé amoureux de toi sans savoir qui tu étais. Puis il a découvert que vous aviez un lien professionnel et n'a pas su comment te le dire. Ça ne fait pas de lui un méchant. Il a menti, Isabella. Il t'a caché quelque chose. C'est différent de mentir. Non, ce n'est pas le cas. Si, ça l'est. Mentir, c'est inventer une fausse histoire. Cacher quelque chose, c'est ne pas dire toute la vérité. Et parfois, les gens font ça par peur, pas par méchanceté. Sophia resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Isabella. Et s'il ne s'intéressait à moi que parce que je travaille dans une entreprise où il a investi ? Et si ce n'était pas le cas ? Et si c'était juste une coïncidence ? Comment le saurais-tu ? En lui demandant. Je lui ai déjà demandé. Tu lui as demandé alors que tu étais en colère, en l'accusant. Ce n'est pas la même chose que de demander calmement, en essayant de comprendre. Sophia resta à Seattle pendant 1 semaine, aidant Isabella sur des projets en freelance et essayant de ne pas penser à Liam. Ça ne marchait pas très bien. Le jeudi, Isabella rentra à la maison avec un air étrange. « Sophia, il faut que tu vois ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» Isabella alluma la télévision sur une chaîne d'information financière. Le présentateur parlait de chaîne Capital. La société a annoncé aujourd'hui qu'elle se retirait de tous ses investissements dans les holdings de médias et de marketing, y compris X-Corp, où elle détenait une participation de 15%. Le PDG Liam Chen n'a pas donné beaucoup de détails, se contentant de dire que l'entreprise réorientait son focus stratégique. Le cœur de Sophia se mit à battre la chamade. Il a vendu ses parts dans X Corporation, on dirait bien, dit Isabella. Pourquoi ferait-il ça ? Sophia savait exactement pourquoi. Pour supprimer tout conflit d'intérêts entre eux. Pour qu'elle puisse retourner au travail sans problème. Pour lui prouver que ça n'avait jamais été une question d'affaires. Sophia, tu pleures. Vraiment ? Sophia toucha son visage et réalisa qu'effectivement, elle pleurait. Isabella, je dois rentrer à New York. Pourquoi ? Parce que j'ai été une idiote. Liam n'attendait personne ce vendredi soir-là. Il avait passé toute la semaine à travailler tard, essayant de se distraire de l'absence de Sophia, quand on sonna à sa porte à 21h30. Il pensa que c'était une livraison qu'il avait oubliée. Ce n'était pas le cas. Sophia se tenait sur le seuil, avec une petite valise et des yeux fatigués et rougis. « Salut », dit-elle simplement. « Sophia. » Liam avait l'air sincèrement surpris. « Entre. » Elle entra dans l'appartement qu'elle connaissait si bien, mais qui semblait maintenant différent, plus vide. « Tu as vendu tes parts dans X-Corp, » dit-elle, allant droit au but. « Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu avais raison. C'était un conflit d'intérêts. »« Liam. » »« Tu as perdu de l'argent en faisant ça. »« Pas beaucoup. »« Et je m'en fiche. » Sophia s'assit sur le canapé, épuisée. « Pourquoi l'as-tu fait ? » « Pour que tu puisses retourner au travail sans problème. »
Pour que personne ne remette plus jamais en question ton intégrité. Tu n'étais pas obligé. Si, j'étais obligé. Sophia, tu comptes plus que n'importe quel investissement. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes. Sophia regarda autour d'elle, remarquant de petits changements. Il y avait moins de vie ici maintenant. Moins de chaleur. Liam, je peux te poser une question? Et cette fois, j'ai besoin que tu sois totalement honnête. Toujours. Quand tu as vu mon profil sur ce site de X Corporation, savais-tu déjà qui j'étais? Liam hésita. Non. Je ne savais rien de toi au-delà de ce qui était écrit là. Et quand tu as mentionné où tu travaillais, j'ai été surpris. Mais ce n'est pas pour ça que je suis resté intéressé. Alors pourquoi es-tu resté? Liam se leva et se dirigea vers le bureau dans le coin de la pièce. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. Parce que tu étais différente de toutes les autres femmes que j'ai rencontrées. Il revint et tendit le dossier à Sophia. Ouvre-le. Sophia ouvrit le dossier et y trouva plusieurs pages imprimées. Des emails. Des dizaines de mails, tous adressés à elle, tous datés des 2 derniers mois. Mais aucun n'avait été envoyé. Elle commença à lire le premier. Sophia, ça fait 1 semaine depuis notre première conversation. Je ne peux pas m'arrêter de penser à ta détermination, à la façon dont tu as géré une situation difficile avec courage. Tu ne le sais pas, mais tu m'as inspiré. Elle passa au deuxième. Sophia, aujourd'hui tu m'as parlé de ton travail. De tes rêves. Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé à quelqu'un de choses qui comptent vraiment, pas de chiffres ou de contrats. Et le troisième. Sophia, je suis en train de tomber amoureux de toi. Vraiment. Et ça me fait peur, parce que ça fait si longtemps que je n'ai rien ressenti d'aussi réel. Sophia leva les yeux vers Liam, surprise. Tu as écrit tout ça? Oui. Mais je n'ai jamais eu le courage de les envoyer. Pourquoi? Parce que je savais qu'un jour je devrais te dire la vérité sur qui j'étais vraiment, et j'avais peur que ça change tout. Sophia continua à lire. Il y avait des emails sur les dîners qu'ils avaient partagés, les conversations qu'ils avaient eues, ce qu'ils ressentaient à chaque fois qu'il était avec elle. C'était comme un journal intime de ses émotions pendant tout le temps où ils avaient été ensemble. Le dernier email datait d'il y a 3 jours. Sophia, ça fait 2 semaines que tu es sortie de ce café. 2 semaines sans entendre ta voix, sans voir ton sourire, sans savoir comment s'est passée ta journée. J'ai vendu mes parts dans X-Corp aujourd'hui. Pas pour te reconquérir, mais parce que tu avais raison. Il y avait un conflit, et tu comptes plus pour moi que n'importe quel accord que je ne conclurai jamais. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je ne sais pas si j'aurai un jour la chance de t'expliquer que jamais, pas même 1 seconde, tu n'as été un moyen pour arriver à une fin. Tu étais la fin. Tu es la personne qui m'a rappelé ce que signifie être humain. Si tu lis ceci un jour, sache que je t'aime. J'aime ta force, ton intelligence, ton honnêteté. J'aime la façon dont tu me défies, la façon dont tu n'es pas impressionné par les choses superficielles, la façon dont tu vois à travers les masques que je porte. Tu m'as demandé d'être totalement honnête. Alors voilà. Je suis tombé amoureux de toi le tout premier jour. Pas de l'employé de X-Corp, pas de la femme ayant besoin d'aide avec un ex. Je suis tombé amoureux de toi. La Sophia qui a payé $500 pour prouver quelque chose, qui a fait face à une situation embarrassante avec dignité, qui m'a traité comme un égal alors que j'étais habitué à être vu comme un compte en banque. Et maintenant, je ne sais pas comment vivre sans toi. Sophia sentit des larmes couler sur son visage. Liam. Sophia, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'aurais dû te parler de X-Corp dès le début. Mais je te jure sur tout ce que j'ai, ça n'a jamais été une question d'affaires. Ça a toujours été toi. Sophia ferma le dossier et le regarda. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça avant? Parce que j'avais peur de paraître désespéré, ou manipulateur. Et maintenant? Maintenant, je préfère paraître désespéré que de te laisser partir en pensant que tu as été trompé. Sophia se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville illuminée. Liam resta où il était, lui laissant de l'espace pour réfléchir. Liam? Oui. M'engagerais-tu encore pour 5 cents $? Il sourit pour la première fois depuis des semaines. Non. Non. Aujourd'hui, je t'engagerai pour être ma partenaire et mon amour.
Sophia se tourna vers lui. Partenaire? Je lance une nouvelle société, axée sur les investissements éthiques et durables. J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent, de courageux, et qui n'a pas peur de me dire quand j'ai tort. Et la partie amour? Ça, je l'offre gratuitement. Sans contrat. Sans date d'expiration. Seulement si tu en veux. Sophia traversa la pièce et s'arrêta devant lui. Liam Shen, tu es l'homme le plus compliqué que j'ai jamais rencontré. C'est un oui? C'est un oui pour le partenariat. Et c'est un oui pour l'amour. Liam l'embrassa alors, et Sophia eut l'impression d'être enfin rentrée à la maison. Dehors, New York continuait sa danse frénétique de lumière et de mouvement, mais à l'intérieur de cet appartement, tout était exactement là où il devait être. Sophia ajusta son blazer noir pour la 5e fois en 10 minutes. Elle était nerveuse, ce qui était inhabituel pour elle. Mais aujourd'hui n'était pas un jour normal. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel de Martinez Shen Sustainable Investment, l'entreprise qu'elle et Liam avaient bâtie ensemble au cours des 12 derniers mois. « Tu es magnifique », dit Liam, apparaissant derrière elle dans le miroir de la salle de bain du Penthouse. « Je suis nerveuse. »« Pourquoi ? Tu as fait ça des dizaines de fois. »« Jamais en tant que PDG. » Liam sourit et lui embrassa le front. « Cofondatrice et PDG. N'oublie pas la partie la plus importante. » Sophia se tourna vers lui. Liam portait le costume bleu marine qu'elle avait choisi, une cravate grise, et ce sourire qui lui donnait toujours des papillons dans le ventre. « Prêt à affronter la presse ?» demanda-t-elle. « Prêt à affronter n'importe quoi avec toi à mes côtés. » L'événement avait lieu dans la salle de bal principale du Four Seasons. Le même hôtel où tout avait commencé un an plus tôt. Sophia avait insisté sur ce lieu, un hommage silencieux au début de leur histoire. Quand ils arrivèrent, il y avait déjà environ 200 personnes dans la salle. Investisseurs, journalistes, représentants d'ONG environnementales, et de nombreux visages familiers du monde des affaires. Sophia. Carla se précipita vers elle dès qu'elle la vit. Tu es incroyable. Et cette entreprise? Je n'en reviens pas, merci, Carla. Comment vont les choses chez X-Corp? Bien, très bien. Mais rien de tel. Vous êtes en train de changer la donne. C'était vrai. En moins d'un an, Martinez Shen était devenu l'un des non-leaders de l'investissement durable aux États-Unis. Il finançait tout, des startups d'énergie propres aux coopératives agricoles biologiques, toujours en mettant l'accent sur l'impact social positif. Sophia Martinez. Un journaliste s'approcha. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec votre petite amie? N'est-ce pas un conflit d'intérêts? Sophia sourit. Cette question était attendue. Liam et moi étions partenaires en affaires avant d'être en couple. Au travail, il est mon cofondateur, et je suis la PDG. À la maison, il est mon petit ami, et je suis la femme qui lui fait encore faire la vaisselle. Le journaliste rit. Et les rumeurs sur de possibles fiançailles? Je ne peux pas commenter notre vie personnelle, répondit Sophia diplomatiquement. Mais je peux dire que notre partenariat professionnel n'a jamais été aussi fort. À 20h, ce fut l'heure des présentations. Liam monta le premier sur scène pour parler de la vision financière de l'entreprise. Sophia le regardait depuis le fond de la salle, fière de voir à quel point il était devenu plus à l'aise pour parler en public. Bonsoir à tous. Il y a exactement un an, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a posé une question simple, pourquoi n'investissez-vous pas votre argent dans des choses qui comptent vraiment? Sophia sourit. Elle se souvenait de cette conversation, lors d'un des premiers dîners qu'ils avaient partagés au Penthouse. Cette question a changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer le résultat. Une entreprise qui prouve qu'on peut être rentable en faisant le bien. Liam présenta les chiffres de Martinez Shen. 50 millions de dollars d'investissement la première année, 23 projets financés, plus de 1000 emplois créés. Maintenant, j'aimerais accueillir sur scène la vraie visionnaire derrière cette entreprise, notre PDG, Sophia Martinez. Les applaudissements furent longs et chaleureux. Sophia monta sur scène et se plaça à côté de Liam au micro. Merci. Quand j'étais petite, ma grand-mère disait que l'argent, c'est comme l'eau. Il peut nourrir ou détruire, selon la façon dont on l'utilise. Martinez Shen existe pour nourrir.
Sophia parla des projets de l'entreprise, une ferme verticale à Brooklyn qui nourrissait 3000 familles, une start-up de recyclage qui avait créé 200 emplois dans des communautés défavorisées, un programme de microcrédit pour les femmes entrepreneurs. Mais ce dont je suis le plus fier, ce ne sont pas les chiffres. C'est de savoir que derrière chaque investissement que nous faisons, il y a un visage, une histoire, une famille. Quand elle termina son discours, les applaudissements furent encore plus vifs. Sophia était rayonnante. « Sophia, dit Liam dans le micro, avant de conclure, je peux te poser une question ?» Elle le regarda, perplexe. Ce n'était pas dans le script? Bien sûr. M'engagerais-tu pour 500 $? Sophia rit, reconnaissant la question qui était devenue leur blague privée. Non, répondit-elle en suivant le script familier. Aujourd'hui, je t'engagerai pour être mon partenaire et mon amour. Bien, dit Liam en sortant une petite boîte de sa poche. Parce que j'ai une contre-offre. Sophia sentit le monde s'arrêter. La salle devint complètement silencieuse. Liam s'agenouilla sur scène, devant 200 personnes et plusieurs caméras. Sophia Martinez. Tu as changé ma vie. Tu m'as appris que le succès ne se mesure pas seulement en dollars, mais dans la différence que nous faisons, les vies que nous touchons, les mondes que nous changeons. Tu as fait de moi un homme meilleur. Des larmes coulaient déjà sur le visage de Sophia. Veux-tu être ma partenaire pour toujours? Dans les affaires, dans la vie, en tout? Liam ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant simple et élégante. Gravée à l'intérieur de l'anneau, Sophia pouvait voir le chiffre 500. Oui, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Oui, je le veux. La salle explosa en applaudissements. Liam se releva, lui passa la bague au doigt et l'embrassa sous les flashs des photographes et les acclamations des invités. 3 heures plus tard, après la fin de l'événement et le départ des derniers invités, Sophia et Liam étaient seuls dans la salle vide. Tu avais prévu ça, dit-elle, regardant toujours la bague. J'ai prévu chaque détail. Même le lieu. Le Four Seasons, là où tout a commencé. Ça me semblait juste. Sophia rit. Tu te souviens à quel point j'étais désespéré ce jour-là, essayant de rendre mon ex jaloux? Et tu te souviens à quel point je m'ennuyais, espérant rencontrer quelqu'un de vrai. Regarde où nous en sommes maintenant. Regarde où nous en sommes. Ils s'approchèrent de la fenêtre et regardèrent les lumières de New York. Liam? Merci. Pourquoi? De m'avoir vu. Avant même de vraiment me connaître. Tu m'as vu. Et toi, merci de m'avoir sauvé d'une vie vide. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans le Penthouse, Sophia remarqua un dossier familier sur la table de la cuisine. Liam, qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un document encadré. Le premier reçu de leur vie de couple. Contrat d'escorte sociale. Service, présence à un événement d'entreprise. Montant, 5 cents $. Statut, payé en amour. Et en dessous, une note manuscrite. Premier investissement de Martinez Chen. Retour, infini. Durée, pour toujours. Sophia rit aux larmes. Tu es impossible. Et tu m'aimes quand même. Malheureusement, oui. 6 mois plus tard, Sophia Martinez et Liam Chen se marièrent lors d'une petite cérémonie à Central Park, sur le banc même où ils avaient eu leur première vraie conversation, loin des contrats et des faux-semblants. Martinez Chen Sustainable Investment devint l'une des sociétés d'investissement les plus respectées du pays. Sophia fit la couverture de Forbes en tant que jeune PDG de l'année. Liam apprit à partager la vedette et découvrit qu'il préférait être dans les coulisses, soutenant la femme qu'il aimait. Diego essaya de reprendre contact 2 ans plus tard, lors d'une fête d'anciens élèves. Sophia fut polie, mais ferme. Merci, mais non. Je suis très heureuse avec mon mari. Liam n'eut même pas besoin de dire un mot. Et chaque fois qu'ils racontaient leur histoire, que ce soit à des amis, à des journalistes ou aux enfants qu'ils auraient un jour, Sophia la terminait toujours de la même manière, parfois, les meilleurs investissements sont ceux qu'on ne sait même pas qu'on est en train de faire. J'ai payé 500 $ pour une nuit. Et j'ai eu toute une vie.